Bonjour et bienvenue au studio Air et Cosmos dans lequel nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui de recevoir deux combattants français qui ont été engagés en Ukraine depuis le début de ce conflit. Ils s'appellent Adam et Denis. Les gars, bonjour. Bonjour. On a eu l'occasion de se croiser quelques fois sur le terrain en Ukraine. Là, vous avez l'opportunité de venir jusqu'ici. Vous êtes en vacances, c'est ça? Exactement. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà un petit peu votre parcours? Parce que vous êtes tous les deux d'anciens militaires français. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que vous avez fait avant de vous engager en Ukraine? Moi j'ai servi 7 ans dans les chasseurs alpins et je suis arrivé en Ukraine en avril 2022. Et t'as quitté quand les chasseurs alpins? En 2013. Donc il y a eu quelques années Quelques années, ouais. entre-temps. Et donc on va revenir après comment t'es arrivé. Et pour toi? Moi j'ai servi plusieurs années dans les parachutistes, dans l'infanterie, en tant que sous-officier. Et pareil, je suis arrivé en même temps que Denis en avril 2022 en Ukraine. Et la fin de ton contrat, par contre, est un petit peu plus proche. Moi un peu plus proche, j'ai terminé en 2020. Alors, qu'est-ce qui fait que vous voyez la guerre, vous décidez dès le mois de février, vous vous posez des questions, ou alors vraiment, fin mars, on se dit, allez, c'est bon, c'est à nous? Moi, dès que j'ai vu l'appel du président Zelensky à la télé, honnêtement, je suis allé dans le grenier de chez mes parents pour récupérer toutes les affaires qui pourraient me rester de mes années à l'armée. Et moi, j'étais décidé à y aller. Dès le début, tu le Ouais, savais. dès le début, franchement, pour moi, ça a été une évidence. Et pourquoi ça a duré jusqu'au mois d'avril pour réussir à rentrer? Parce que j'avais besoin d'un petit peu de matos. Donc j'avais besoin de m'équiper, vu que ça faisait des années que j'avais arrêté l'armée, forcément, il fallait que je me rachète un treillis, des effets chauds, voilà, quelques trucs. Et pour toi? Alors moi pareil, dès qu'il y a eu l'appel de Zelensky déjà, j'avais la petite idée en tête d'y aller. Et ensuite j'ai un peu attendu parce qu'au début j'avais des doutes sur les personnes qui iraient se battre. Et c'est vrai qu'au début on en parlait beaucoup, il y a eu beaucoup de personnes sans expérience et un peu des fous de la gâchette qui voulaient y aller. J'ai attendu. Et ensuite je savais que j'avais pareil les compétences et l'expérience militaire pour y aller. Mais j'avais aussi beaucoup de responsabilités à la maison. Et du coup il y avait plein de trucs à s'occuper dans le sens l'appartement, le loyer, le boulot, la famille, les amis, etc. Tout mettre en œuvre. Et du coup, ça m'a pris un peu de temps. Et moi, après, c'est vrai que c'est une vidéo de TikTok qui m'a fait partir. C'était le déclic. Pour moi, c'était le déclic émotionnel. C'est quand j'ai vu un père et ses deux filles mourir sous des obus à la russe. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis les bouchées double pour partir. J'avais déjà l'idée, mais c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, allez, c'est bon, là on part. Et voilà, j'ai fait tous les papiers, tout ça. Je suis rentré en France pour récupérer mes affaires, mon pactage. Et après, direction la Pologne. Et là, quand vous passez la frontière, directement, c'est bien organisé, vous êtes intégré dans une formation, vous rejoignez la Légion tout de suite? Non, là au début, nous on arrive au tout début, c'est... Pour moi déjà, quand je suis passé la frontière, je rejoignais une unité combattante indépendante. Et quand j'ai rejoint cette unité au début, parce que je suis arrivé quelques jours avant Denis, et je suis arrivé dans cette unité et j'ai vu qu'en fait il y avait vraiment aucune expérience du combat, c'était vraiment juste des mecs qui voulaient aller à la guerre pour aller à la guerre. Et du coup j'ai dit ah non c'est bon pas possible, je suis allé à la Légion. Et là j'ai rejoint la Légion et c'est là que on nous reçoit, on nous demande ce qu'on a fait, notre expérience, etc. Si on a du plan du combat, son expérience militaire, quels sont nos stages, nos certifications, combien de temps on a servi, etc. Quelles sont nos spécialités. Et là, on a, pour ceux qui avaient une bonne expérience, c'est vrai que c'était bien organisé dans le sens où ils nous ont envoyé dans une unité un peu plus structurée et un peu plus opérationnelle pour tous les combattants qui avaient une grosse expérience. Et du coup, Vous êtes ensemble depuis cette époque-là? et là, on s'est retrouvés ensemble. C'est à ce moment-là qu'on s'est rejoints dans un camp et qu'on a créé l'unité. Alors ça veut dire que quand tu crées une unité, c'est quoi? C'est 10, 20 personnes? Vous êtes combien? C'était à peu près, ouais, c'est ça, la fourchette, c'est entre 10 et 20. Et vous êtes employé directement, on vous envoie sur un front? Vous savez lequel à l'avance? Vous avez un choix? Vous savez quel type de Déjà, au mission? début, il faut attendre un petit... oui, ça prend un peu de temps de former l'équipe. Donc forcément, parce qu'il n'y a pas 15 bonhommes qui arrivent d'un coup au camp de Liavorif. Donc ouais, il y en a 2-3 par jour qui arrivent. Donc après, on s'entraîne tous ensemble, un petit peu au tir, on voit les niveaux de tout le monde. Donc forcément, il y a une sélection aussi qui est faite par le chef de groupe. Donc s'il voit un mec qui est un peu fébrile avec l'arme ou quoi, il va être mis de côté tout de suite. Et voilà, on reste à peu près une quinzaine de jours Et là, sur le camp et après on est déployé sur Kharkiv. Là, vous allez directement sur Kharkiv. Exactement. Donc la ville est presque encerclée. Disons que les Russes sont aux portes de la ville, ouais. Ils sont entrés de la ville. Quand on arrive à cette époque-là, ils sont déjà entrés de la ville. Ils sont dans les faubourgs de la ville. Et là, votre mission, vous vous mettez sur la ligne de front et vous attendez? Non, il y a un petit moment, c'est vraiment pas du John Rambo comme il y a dans les films, et ce qu'on peut dire sur internet, c'est un peu structuré dans le sens où on arrive dans une safe house,
on prend nos positions, et là, les officiers ukrainiens qui sont avec nous, qui parlent la langue, eux prennent contact avec les unités locales et installent et font des plans pour avoir des missions et déjà pour avoir une situation, la situation du terrain, pour avoir de l'intelligence, pour voir combien il y a d'ennemis, où est-ce qu'ils sont, par où ils passent, quelles sont les forces amies, quelles sont les forces ennemies en présence, qu'est-ce qu'on a, etc. Et après, ils planifient une mission pour partir. Donc ça prend quand même, on va dire, à peu près 2 semaines quand on arrive sur le terrain, avant d'être déployé, le temps justement de mettre tout ça en place et tout ça en œuvre pour pas partir vraiment en mode cowboy, en mode Rambo. Et ça vous permet de savoir où sont également les points hauts, etc. C'est ça, pour vous préparer d'étudier le également. terrain, d'étudier les forces, surtout les forces, un peu les forces alliées, mais surtout les forces ennemies en présence, parce qu'il y avait beaucoup de Russes autour de Kharkiv à cette époque-là. Et voilà, on prend beaucoup de temps à étudier ce qu'il y a, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et on attend aussi faut aussi que la brigade locale, parce qu'on est une unité spécialisée, mais il faut que la brigade locale, elle autorise, parce que c'est quand même eux qui ont la main sur le terrain. Donc il faut que ce soit eux qui autorisent les missions, il faut que ce soit eux qu'on travaille en collaboration avec eux. Et ça prend un peu de temps pour se mettre en place. Et alors, la première mission, c'est quoi? La mission, c'était support anti-tank et anti-air. c'est La ça, première mission, c'était ça. Support anti-air, anti-tank en vue d'une offensive ukrainienne pour reprendre un petit village aux abords de Kharkiv. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous infiltrer, d'être sur la ligne, de faire de l'observation. Ouais, en fait, on s'infiltre et on se met en position parce que en fait, notre mission, c'était d'interdire une route qui partait d'un village. Bon, donc, vu que les Ukrainiens devaient attaquer ce village, si les Russes essayaient de s'échapper, et ben nous, en fait, on devait être là justement pour les arrêter. Mais en fait, disons. Mais ça veut dire que vous êtes derrière les Russes, là? À ce moment-là, on est toujours devant. Ouais, on La était. première mission, on est devant. On disait, ouais, disons, ouais, Mais vous aviez une vue sur une route de retrait. exactement. C'est ça. Ok. Ouais. Et aussi, on pêchait des supports aériens Aussi, russes ouais. s'il y avait. On Ouais, avait le on Stinger avait en le Stinger position. aussi. Ok. On a vu il y a eu à ce moment-là d'ailleurs des hélicoptères, mais les Russes déjà étaient pas trop bêtes et ils savaient déjà utiliser leur support anti-aérien pour pas être au vu de l'ennemi trop longtemps, quoi. C'est un peu Après, il était compliqué loin. de faire, Il était à 800 mètres et il a lâché toutes ses contre-mesures. Franchement, on l'a vu aller 3-5 secondes maximum. Il est arrivé, il a fait ce qu'il avait à faire et il est reparti. Parce qu'ils avaient déjà perdu pas mal d'hélicos. Je pense. Là, vous êtes en quoi, au mois d'avril, du coup? Là, on est en mois d'avril. Ouais. Fin avril, début fin avril, mai. ouais, fin avril, début mai. Ouais. Ok. Et là, vous avez commencé déjà à faire des missions, vous tirez, vous éclairez, qu'est-ce que vous Non, faites? parce que la mission, en gros, les missions de notre première équipe, c'est pas tant aller au contact. Donc nous, c'était plus vraiment de l'infiltration pour faire du renseignement, donc pour l'artillerie ou pour... Mais vous êtes formé à ça? De par votre formation militaire en France, vous êtes efficace là-dedans? S'infiltrer, disons, en mode Sioux, donc en silence, ça oui, on l'a appris dans l'armée française, c'est la base du soldat d'infanterie. Donc ça oui, après, il y a tout ce qu'il y a à côté, bien sûr, il y a les mines, il y a l'artillerie, donc après il faut composer avec tout ça. Et vous avez des jumelles de vision nocturne, c'est bien structuré? Non, pas à cette époque-là. Ça, c'est venu qu'après. Au début, on était vraiment pour les missions de nuit, c'était très compliqué, c'était à la Petzel et tout, et c'était vraiment dangereux. Et vous avez, enfin, du coup, c'est-à-dire que vous avancez. Petzel, c'est des petites lampes Les torches. lampes, exactement. Ouais. C'est-à-dire que vous avancez avec des lampes torches Pas de jusqu'aux nous. Russes. Pas tout le temps, mais ouais, pendant l'infiltration, si on voit pas le chemin ou quoi, bah, les Ukrainiens qui sont avec nous utilisent la Petzel. Ouais. Ouais, les Ukrainiens beaucoup. Et il n'y a pas, parce qu'on parle beaucoup des drones infrarouges, non plus, il n'y avait rien pour vous éclairer? On avait à ce moment-là, donc les Ukrainiens qui étaient avec nous avaient un petit peu de matos et ils avaient un drone thermique. Ok. Donc, exemple, pendant l'infiltration de nuit, le drone thermique nous suit et même va en avant de notre position pour voir ce qui se passe, s'il y a de l'ennemi ou pas. S'il n'y a pas d'ennemi, ok, allez go, et on continue. C'est des drones civils, classiques, thermiques? C'était des Ouais. hôtels, celui-là c'était un hôtel B2 Pro là, Ouais. avec caméra thermique. Et voilà, mais ça arrivait, ouais. On avait juste ça en moyen de nuit. C'est vrai qu'au début, C'était limité. c'était compliqué. limité. Pas de JVN et pas de radio pour la communication, pas de Petzel, pas d'Evasan, pas de support aérien, pas de support artillerie, pas de support blindé. Il y avait vraiment, et des missions, c'était vraiment juste 5-6 mecs qui partaient et allez, c'est parti derrière. Est-ce que vous êtes subdivisé en plus petites unités? Vous étiez 15-20 au début, donc là Non, vous êtes c'est- 6? C'est juste qu'au début, il y a beaucoup de monde qui est parti dès le début, parce que déjà l'attente au début était longue. Donc les 2 premières semaines, on a perdu 1 ou 2 personnes. Et ensuite, rien que la deuxième mission, où il n'y avait pas de communication, pas de radio, il n'y avait pas de support, pas d'évasion ni rien. On a perdu beaucoup de monde à ce moment-là qui ont refusé de faire ces missions, qui voulaient pas mourir, qui voulaient pas faire des tâches complètement
Eux, ils estimaient que c'était trop dangereux par Voilà, rapport aux trop standards dangereux auxquels ils pour étaient eux, pour les habitués. standards autant. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de conflits au début pour leur dire que c'était pas, c'est vrai qu'on a eu un conflit entre nous pour dire que c'était pas un conflit autant, qu'il fallait arrêter d'avoir cette optique, tout se passe en mode autant. Là, on Ouais. est en mode fait de l'Est, la guerre, on n'a pas les moyens. Mais le problème, c'est que pour gagner la guerre, en fait, il faut prendre du risque. Bien sûr. Et c'est pour ça que nos missions, après on a fait des missions, on passait derrière les lignes ennemies. Et à ce moment-là, on était beaucoup plus réduits, on avait un nombre beaucoup plus réduit qu'au début. Donc là, c'était vraiment à peu près, on était peut-être 6 mecs dans l'équipe qui restaient à peu près à ce niveau-là. Et on faisait des missions, on passait derrière, mais pareil, sans matos, quoi. Là, on savait très bien, quand on partait derrière les lignes ennemies, on n'aurait pas de support. S'il y avait un blessé, il fallait se débrouiller. Si on rencontrait des ennemis, il fallait se débrouiller. Si on rencontrait des véhicules blindés, il fallait se débrouiller. Si on se perdait, il fallait se débrouiller. Et pareil, quand on revenait dans les lignes ukrainiennes, vu qu'on n'avait pas de radio, pas de moyen de communication, rien, bah, c'était un peu au petit bonheur la chance et il fallait faire ça assez intelligemment, quoi. Fallait revenir au bon moment, au bon endroit, et surtout bien se montrer et essayer de faire comprendre aux Ukrainiens qu'on était Ukrainiens. Ok. Parce que là, quand t'es entre les deux, ça te fait tirer. Pareil, plein de fois on s'est retrouvé entre les deux ou ça te tirait de côté, en fait. Tu te retrouves entre les deux, t'as les Ukrainiens qui tirent sur les Russes qui tirent sur les Ukrainiens, et toi t'es entre les deux, du coup tu prends un peu le fire de tous les côtés, quoi. Et ça, alors, première question, est-ce que vous avez eu des résultats dans ce type de mission-là? Ça a été efficace? Oui, Ouais, bien sûr. ouais. Plutôt. Comme il dit Denis, c'est vrai qu'au début c'était surtout guidage artillerie et un peu sabotage dans le sens où on pose des mines sur des pistes utilisées par les Russes. Donc là on passait derrière les lignes. C'est vrai que là on fait le plus de dégâts à ce moment-là, c'est trouver les positions GPS des ennemis sans qu'ils sachent qu'on est là, comme ça ils bougent pas. Et après revenir, dire aux Ukrainiens voilà telle position et Russes. Eux avec l'artillerie ils tapent. Et ensuite, ils nous font le bilan de ce qu'ils ont tapé. Et ouais, voilà, il y a eu plusieurs véhicules blindés, des mortiers, des Russes, des véhicules Tigres, des tanks, etc. Et après, voilà. Et aussi, pour les mines, 2 véhicules blindés qui ont été détruits par mines, qui ont été posés, voilà. Et l'important, comme ils disent, c'est pas de faire du combat, en fait. C'est vraiment de passer, et au début, le début d'émission, c'était de passer derrière les ennemis sans que personne sache qu'on est là, faire notre travail, et revenir sans se faire voir, voilà. Et ça, on en a fait, je pense, peut-être 5 ou 6 missions comme ça, où on est passé derrière et on a fait des trucs intéressants. Et il y a eu vous vous êtes jamais fait identifier, prendre un Jamais. parti, jamais tirer Non. dessus? Jamais. Non, Et vous êtes furtifs, quoi, des soldats furtifs. c'est ça. À ce moment-là. Mais comme on dit, c'est le début de la guerre, faut pas faire l'amalgame avec la guerre de maintenant. La guerre de maintenant, c'est des positions bien établies. Oui. La ligne de front, elle bouge pas. Nous, au début, faut se rappeler quand même la situation au début. Les lignes étaient elles bougeaient beaucoup. Les Russes faisaient des offensives, ils prenaient quelques kilomètres. Les Ukrainiens repoussaient, ils prenaient quelques kilomètres. Les lignes n'étaient pas stables. Il n'y avait pas de champ de mines, il n'y avait pas de tranchées établies. C'est les mecs prenaient, ils étaient là pendant 2-3 jours et bam, soit ils repoussaient, soit ils partent en arrière, soit ils avançaient. Soit ils avançaient. Donc c'est vraiment des lignes changeantes. Et c'est à ce moment-là que là, on peut vraiment faire du travail en profondeur parce que les lignes sont pas établies et que les lignes sont un peu faibles, comment on peut dire. Alors que là, maintenant, tu as des tranchées partout. Là, si tu passes, et en plus, en temps avec l'activité des drones aujourd'hui, je pense que c'est très difficile, voire quasiment impossible sur certaines zones de faire des missions comme ça sans prendre le feu. Les Russes avaient très très peu de drones au début de la guerre. C'est ça. Ouais. Ouais, et il y a un petit rééquilibrage qui a été observé, même s'ils n'ont pas encore atteint le niveau des Ukrainiens. Ils ont Ouais, quand même enfin beaucoup là, plus maintenant. récemment, nous, les dernières missions qu'on a faites, moi la dernière que j'ai faite, il y avait je suis resté 2 jours, enfin 1 jour et demi, enfin non 2 jours complets, et il y avait 9 drones en permanence russes et ukrainiens sur ma position. Donc maintenant, ouais, l'équilibrage, je pense qu'il commence à être pas mal. À mon avis, on est de l'ordre, à moins dans la division de Bakhmut, là où on était, l'équilibrage des forces est plutôt 50-50 au niveau des drones. On avance un petit peu dans le temps. Là, on était à Kharkiv. Les grandes contre-offensives, vous étiez dedans. Ouais, on a fait la grosse offensive de Kharkiv. C'est-à-dire que vous avancez, vous êtes quoi équipé, vous êtes intégré dans des unités plus larges, vous êtes dans des véhicules blindés, ça se passe comment? Non, on était en pick-up. Et donc nous, on était rattachés avec une unité d'artillerie. Et en gros, notre mission, donc il y avait la première ligne, donc qui était comme une épée quoi, qui fonce. Et nous, on était la deuxième ligne. En fait, on nettoyait les villages vu que les Ukrainiens avançaient, ils n'avaient pas le temps. Donc nous, vraiment, on arrivait par derrière et là, on nettoyait tout. On regardait s'il restait pas quelques Russes ou quoi. Et donc voilà, pour vraiment que la première ligne puisse avancer et s'occuper que de ça quoi. Pour pas avoir peur d'avoir des gars qui soient coincés derrière eux. Exactement. Et en même temps, deuxième Il en mission reste de beaucoup protéger les pièces d'artillerie aussi. Ouais. Les pièces d'artillerie sont Ils sont quelques kilomètres derrière. Non, même pas, non. En fait, à ce moment-là, il faut penser que quand tu as une offensive,
t'as les pièces d'artillerie russes, elles sont pas sur la ligne de front, tu vois, elles sont à 20-30 km derrière. Et ces pièces-là, elles sont là pour faire de la contre-batterie. Et en fait, quand elles avancent, il faut que les pièces d'artillerie soient à quelques centaines de mètres derrière la première ligne pour pouvoir faire de la contre-batterie sur les pièces à 20-30 km. Si t'es à 10 km derrière la ligne de front et qu'ils sont tapés par l'artillerie, tu peux pas faire de la contre-batterie parce que c'est des pièces artillerie russes, enfin, c'est des pièces de l'URSS, les deux ont la même distance et du coup, il faut que tu sois vraiment à portée. Donc on était vraiment à aller peut-être 1 km max derrière, mais en général, on était à plusieurs centaines de mètres et même des fois, on s'est retrouvé vraiment à quasiment juste derrière eux, derrière la première ligne à avancer. Et là, c'était une période, je sais pas, parce que là, le fait d'avancer avec des pick-up, vous n'êtes pas avec des blindés, c'est quoi? Il manque de matériel ou alors on savait qu'il n'y avait rien en face? Je veux dire, avec une Kalachnikov, vous Je faites pense qu'il allumer. manque de matos, Ouais, hein, je mais pense. il manque de Manque de matos, c'est matos. pas beaucoup de À véhicules. l'époque, on n'avait pas comme après à Bakhmut des MRAP ou des Max Pro, et à cette époque-là, il n'y avait pas ça. Ouais. Nous, on était vraiment Pick-up, ouais. pick-up. Donc, offensive avec des pick-up et ça marche. Voilà, c'est vraiment l'offensive, comme tu vois, des fois on passait derrière dans les champs et tout, en premier, on avançait la route, on ouvrait la route avec les pick-up et le problème, pareil, le problème de communication, c'est qu'on sait pas où la première ligne elle passe et où est-ce qu'elle avance, et du coup quand on avance derrière, on prend pas forcément les routes qu'eux ont prises. Donc là, ouais, on a eu des blessés comme ça parce qu'on passe dans les champs de mine et on passe vraiment en tête de colonne avec les véhicules, les pick-up, en mode Rambo, en espérant que ça passe, quoi. D'ailleurs, j'avais posté une vidéo sur Twitter où tu voyais bien la voiture qui avançait en espérant, bon, on espère qu'on passe pas sur les mines, quoi. Là, tu passes dans le découvert entre les champs parce que tu veux éviter les pistes, et là, t'espères juste que ça pète pas, quoi. On va Et ça préciser. pètera plusieurs fois, mais malheureusement. Votre compte Twitter, c'est la Task Force Baguette. Vous Ouais, êtes la du Task coup, Force C'est Baguette. ça, voilà. On a créé, voilà, on n'a pas créé l'unité. Donc les Ukrainiens ont créé l'unité au début de la guerre. Et en fait, du coup, on s'est retrouvé à peu près à 50-50 français francophones. Il y avait aussi des mecs de la Légion qui n'étaient Ouais. pas français mais qui étaient francophones ou de la nationalité, et d'américains. Et à chaque fois, il y a toujours une ou deux nationalités qui étaient européennes ou quoi, qui étaient rattachées à nous, mais c'était toujours en petit nombre. Donc c'était vraiment 50-50 français, francophones et américains. Et c'est vrai qu'un soir, en rigolant, en essayant de trouver un nom, on avait sorti la Task Force Baguette pour rigoler. Les Américains avaient bien kiffé, du coup on était resté là-dessus. Et du coup, voilà, Denis s'occupait de faire le patch. Et de là, c'est resté en fait. Et en fait, on a créé ça et on l'a gardé pour justement se donner une identité non officielle sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent nous connaître. Mais notre nom officiel au combat n'est pas évidemment la Task Force Baguette, c'est uniquement un nom. On va pas le donner. Voilà, c'est uniquement un nom sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent un peu qui on est et pour pouvoir. On remettra le compte en commentaire Ouais, de la vidéo. Suite de la guerre, vous arrivez, si j'ai bien suivi, sur la zone de Bakhmut. Exactement. ça. Là, du coup, on passe plutôt sur le même type de conflit. Le front ne bouge quasiment pas, c'est du combat urbain. Ouais. Vous avez un apprentissage pour passer d'un combat ouvert à de l'urbain, ou alors c'est vraiment allez-y les gars? Bah, déjà, dans l'armée française, on a une formation à ça. Que Ouais. ce soit, bah, on a tout type de combat, que ce soit donc, combat ZUB, combat en forêt, combat. Voilà. Donc, arrivé en Ukraine, forcément, déjà, quand on quitte l'unité, donc on reprend. En fait, moi, je quitte en octobre, je rentre en France, et en janvier, je reviens. Et donc, avant de partir à Bakhmut, on a un entraînement. Et donc là, on fait un peu de CQB, donc du combat ZUB. On s'entraîne à faire ça. Et ensuite, on est déployé en janvier, donc sur Bakhmut. Et donc là, en vrai, on n'a jamais fait vraiment de combat ZUB. Là, en fait, c'était juste, on était dans des bâtiments, mais on tient une ligne. Mais on n'est pas là à nettoyer le bâtiment, à investir chaque pièce l'une après l'autre ou quoi. Nous, on n'a pas fait ça. On l'a fait pendant l'offensive à Kharkiv. Oui. Ça, pour nettoyer les villages ou quoi, on l'a fait faire du combat ZUB. Mais donc à Bakhmut, c'était vraiment pas du combat ZUB. C'était en zone urbaine. Mais c'était, voilà, t'es là, t'es devant ta fenêtre, enfin pas devant, mais genre, voilà, un peu caché, là, et tu tiens la ligne. Donc, C'est du combat ZUB mais défensif, quoi. C'est ça, À Kharkiv, on exactement. était vraiment en mode offensif, donc c'est nous qui avions qui c'est nous preniez qui les avions la risques. main, c'est nous qui avons l'initiative, donc c'est nous qui faisons ce qu'on faisait et qu'on avançait. Là, c'est vrai que Bakhmut, quand on est arrivé, la mission qu'on a eue, la mission dès le début qu'on a eue, c'était de tenir la ville au maximum. C'était vraiment d'empêcher les lignes d'avancer. Et c'est ce qu'on a fait pendant des mois et des mois. Hein. On a passé très longtemps à Bakhmut où on empêchait les Russes d'avancer. Donc c'est du combat ZUB, mais c'est vrai que pour nous, c'est pas il y a pas vraiment. La technique était assez limitée dans le sens où on était en défensive et comme disait Denis, c'est vraiment juste tenir la ligne, quoi. C'est empêcher que les lignes de Wagner, bah à ce moment-là c'était Wagner, en plus c'est sur place, c'est juste empêcher Wagner d'avancer, quoi. C'est là que vous aviez les vagues incessantes C'est de ça. types qui ne savaient pas se battre qui arrivaient C'est ça. sur vous. C'est et ça. là, exactement. Et là, ça veut dire il y a une efficacité dans cette méthode d'avoir de la chair humaine par centaines. Moi, franchement, je pense pas. Ils ont pris Bakhmut quand même. Hein. Ils ont pris Bakhmut, mais Merde. c'était plus avec des VDV sur la fin de Bakhmut. Franchement, non, c'était toujours Wagner plus ou moins. Après c'est Ouais. sur la fin. Hein. À la fin, ils ont pris des VDV. Ouais.
C'est vrai que c'était beaucoup de Wagner. Après, vas-y. Ouais, c'était beaucoup d'artillerie aussi déjà, donc toute la journée artillerie. Mais moi, vraiment, je pense pas que ce soit la bonne méthode d'envoyer des vagues et des vagues se faire tuer. Enfin, pour moi, c'est pas respecter ses soldats, quoi. Oui, alors ça, pour les Russes, Déjà, ça fait un bout de temps qu'ils ont abandonné cette c'est ça. dimension. Non, moi, je pense qu'il faut préparer ses attaques et essayer d'être malin. Et pour moi, envoyer des mecs à la mort, c'est pas malin, quoi. Et il y a des domaines dans lesquels vous considérez que les Russes ont été efficaces? L'artillerie, déjà. Artillerie. Oui. Ouais. Mais par le volume ou par la précision? Ah, Ouais. voilà, il n'y a pas de précision. Hein. Ouais, franchement, D'ailleurs, c'est plus- pour ça qu'on est encore vivant. Ah, franchement, je crois que c'est le pire truc de la guerre. C'est vraiment l'artillerie, quoi. Ça arrive de n'importe où. Tu te prends un shrapnel, voilà, t'es hors de combat, quoi. Donc c'est vraiment un truc de... Voilà, pour moi, c'est un truc de lâche. Mais bon, ça marche. Oui. Ça marche. Donc, Ouais, non. Mais c'est vrai que c'est pas précis. Hein. C'est pour ça que la batterie de Bakhmut est détruite maintenant, c'est qu'ils tirent des obus. Mais nous, il y a des missions, on prenait plus d'une centaine d'obus par jour sur nos positions, sur le bâtiment, chacun. On a des bâtiments différents, on prenait chacun une centaine d'obus sur la journée dans le bâtiment. Après, ils tiennent parce que c'est des bâtiments de l'URSS, donc il leur faut beaucoup. Évidemment, ils tombent, hein, évidemment, mais il leur faut beaucoup d'obus Ouais, pour je que ça comprends. tombe. C'est comme ça qu'on a survécu Bakhmut, c'est parce qu'on avait quand même des bonnes protections. Mais c'est vrai que l'artillerie, elle est... et on en reparlera après quand on va essayer de reprendre, qu'on va essayer de pousser pour reprendre Bakhmut. L'artillerie, c'est violent parce qu'eux, ils ont des centaines, des milliers de pièces d'artillerie. À Bakhmut, il n'y a pas des milliers, mais on a des centaines sur Bakhmut qui sont là tout le temps et elles tirent en continu. Après, la technique, voilà, comme tu dis, des Russes, moi de Wagner, elle n'est pas efficace, mais elle a marché. Oui, oui. Mais après, par contre, à quel prix, quoi. C'est vrai que c'est pas. C'est Victoire pas à une la méthode- Pyrrhus. Voilà, c'est pas une méthode qui dure dans la durée, parce que si tu fais ça sur toutes les villes, bah, évidemment, t'as plus de monde, tu vois. Mais après, voilà, ils sont combien? Ils sont 130 millions en Russie. Bon, mais ils ont perdu 20 000 pour prendre Bakhmut, 30 000, je sais pas. Bon, au final, voilà, c'était un coup, mais c'était voilà. Wagner dit 40 000 pertes. C'est ce Bon, qu'a dit Prigogine On avant. doit Ça on doit m'étonnerait pas être pas, bien hein. loin, franchement, Ça on doit pas être m'étonnerait bien loin, pas. mais voilà, ça a avancé. Et de votre côté, est-ce que vous avez perdu des copains dans ces types de combats? Zéro? Non, on n'a par jamais eu un contre, seul mort dans que des l'équipe. blessés. Non, on a vraiment eu de la chance tout au long du conflit, on a eu que des blessés. Après, il y a eu des morts qu'on connaissait, Oui. mais qui faisaient pas Oui. partie de notre équipe. On était ensemble à un enterrement. Ouais, à Genève. exactement. Mais en fait, c'est que tout le monde pense que la guerre maintenant d'aujourd'hui, t'es obligé de mourir pour faire quelque chose. Et en fait, il y a beaucoup de missions qu'on a faites. On avait l'opportunité de tuer ou de détruire quelque chose, et on l'a pas faite parce que le risque en fait de perdre quelqu'un était trop grand. Et du coup, il y a toujours des méthodes intelligentes pour faire la guerre d'aujourd'hui, en détruisant et en tuant de l'ennemi sans en avoir des pertes. Nous, on a eu des blessés, certes, comme il dit Denis, on a eu 5 ou 6 blessés au total au bout d'un an et demi. On n'a jamais eu un seul mort parce qu'on a eu de la chance, certes. Pourtant, on s'est retrouvé dans des situations très compliquées, mais on travaille intelligemment, on travaille en unité spécialisée, et en fait, on avance intelligemment, on ne fait pas n'importe quoi. On a quand même un bon entraînement qui vient de l'armée française, qui nous a quand même fait de solides bases, et après, on s'est perfectionné en Ukraine. Mais voilà, il y a des fois où on peut faire des choses, on les fera pas parce que le risque, le bénéfice-risque n'est pas notre avantage. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que c'est ça qui fait que tu es une unité d'élite. C'est juste, pas dans le sens de l'émission que tu fais, c'est juste d'avoir cette intelligence de terrain, de se dire est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Est-ce qu'on va tuer peut-être 2 Russes, mais on va perdre un mec, mais au final 2 Russes pour un Nomek, ça vaut pas le coup, tu vois. Un Nomek est beaucoup trop entraîné, il a beaucoup trop de value, on dit de valeur, pardon, en français, beaucoup trop de valeur pour qu'il soit perdu. Donc c'est vrai que la chance c'est 50%, et les 50% qui restent c'est l'intelligence de situation et l'intelligence opérationnelle pour faire des missions, pour détruire l'ennemi sans pour autant avoir des pertes. Et trop vous avez élevées. une liberté d'action? Je sais pas, vous avez un chef de section avec vous qui vous dit là, on n'y va pas? On a toujours un officier ukrainien avec nous. Tu peux pas, ça c'est obligatoire en Ukraine, dans le truc, tu as toujours un Ukrainien qui supervise le tout. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, surtout à Bakhmut, d'avoir eu un bon chef de groupe ukrainien qui a pu dire oui ou non à certains types de missions qui étaient un peu trop... Parce qu'il privilégie la vie humaine. c'est Et donc ça c'est quand même bien. Et après il faut savoir que pendant un briefing, tu peux avoir un briefing, ok. Donc situation ennemie, situation amie, la mission, le truc, ok d'accord. Mais il faut savoir que sur le terrain, ça peut changer. Parce que sur le terrain, on sait jamais vraiment sur quoi on peut tomber. Et donc c'est pour ça que avant de partir en mission, on allait le matin, ou dans la nuit quoi, pour vraiment prendre les dernières infos, parce que on sait pas, peut-être que pendant la nuit les Russes sont attaqués, et donc la ligne a reculé, ou on sait pas. Donc vraiment on prend toutes les infos, et après on voit ce qui se passe sur le terrain, et si à un moment donné il faut changer de position ou quoi, ça c'est nous qui choisissons. Mais
C'est vrai que l'avantage des Ukrainiens aussi, c'est qu'au final, sur le terrain, comme dit Denis, le dernier mot revient au mec sur le terrain. Il n'y a jamais eu d'obligation de faire quelque chose parce qu'on était obligé par les chefs. Les chefs donnent un ordre et après ils laissent la main pour dire, pour finaliser. Tu peux pas dire non à toutes les missions, tu dis pas non, mais tu peux finaliser l'action et les factions. Et c'est vrai qu'on a quand même l'avantage sur comment on va monter la mission si jamais on pense nous sur le terrain que c'est pas adapté. Et après, il y a même des fois, même beaucoup de fois, on peut proposer des missions, surtout à Kharkiv. C'est vrai qu'au début, on avait cet avantage-là, on proposait nous-mêmes des missions, on créait nous-mêmes des missions sur des choses que nous on avait vues avec le renseignement qu'on avait nous. Et ça, les Ukrainiens sont quand même sont très bons là-dessus. Et comme il dit, ils privilégient quand même la vie humaine. S'ils voient qu'on va perdre du monde pour rien, il n'y a pas de conséquences. Si tu dis non, là je peux pas faire parce que je vais perdre du monde. Non, ils ont quand même cet esprit-là. On préserve au maximum la vie, tout en se battant pour la guerre. Il y a pas on va pas commencer à dire non, on fait pas ça, on fait pas ci, on fait pas ça. Au bout d'un moment, il faut faire les choses, mais faites les choses intelligemment. Et on vous laisse la main si jamais vous pensez sur le terrain que c'est trop dur ou c'est trop dangereux. Abandonnez, revenez tous vivants. Et quand on regarde l'évolution, donc ça a l'air de s'être structuré. Au début, c'était quand même un peu plus lâche relâché dans le sens où vous avez plus de liberté parce que c'était un peu plus de bazar. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de matériel? Vous êtes mieux individuellement équipé? Il y a plus de matériel lourd? Vous avez vu une évolution sur l'efficacité de l'artillerie ukrainienne, par exemple? Déjà oui, parce que donc déjà niveau matos, ça a bien évolué. Ouais. Ne serait-ce que l'armement, ne serait-ce que l'armement individuel. Et C'est-à-dire, concrètement, vous êtes passé de « je m'équipe tout seul » à quoi? déjà on a des donateurs aussi. Ouais. Parce qu'en fait l'armée ukrainienne, vraiment, niveau matos, ça nous donne pas grand-chose. À part l'armement, les munitions et quelques trucs, mais sinon c'est beaucoup les donateurs. Ou alors nous-mêmes, on s'équipe parce qu'on n'a pas le choix. Aller sur le terrain avec du matos qui est pas adapté, franchement, ça peut te coûter la vie. Ouais. Donc vaut mieux mettre le prix, s'acheter un truc de bonne qualité, où tu peux être mobile, où tu peux, qui te protège bien. Et donc ça, pour moi, ouais, c'est nous qui nous équipons. Après, pour tout le reste, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Il a raison sur le sens que l'équipement personnel, et on remercie surtout les donateurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup, en fait, l'armée ukrainienne fournit armement, et là, ils ont reçu beaucoup d'armement quand même de l'OTAN, donc l'armement a beaucoup évolué, on a de très bonnes armes collectives et individuelles dans le groupe, et on a quand même de bons équipements sur ce qui est là-dessus, sur anti-tank, anti-air, etc. Donc voilà, tout ce qui est javelin, Enlo, Scar, Minimi, etc. Donc on a un équipement individuel et collectif qui s'est bien amélioré là-dessus. Donc ça c'est l'aspect opérationnel. Et c'est vrai qu'après tout ce qui est plus matos perso, donc Night Vision, les plaques, les portes-charges, etc. Donc ça c'est 50% nous, notre argent, et 50% les donateurs. Et c'est vrai que l'unité dans laquelle on était, notre unité, on a eu la chance d'avoir eu beaucoup de donateurs qui nous ont donner de l'équipement, donc des night vision surtout, ce qui nous manquait au début, des radios, des choses comme ça. Et donc il y a quand même une évolution. Et les drones, on a eu beaucoup de drones qui ont été donnés on a une unité spécialisée drones avec nous, il y en a aussi des dronistes dans notre équipe. Et c'est vrai que je dirais 50% notre argent et 50% les donateurs qui font qu'on s'en sorte. Ouais. On va en profiter pour remercier aussi la communauté qui vous a financé 2 véhicules. Ils ont financé des véhicules. Merci beaucoup, vraiment. Puis autre chose, tu sais, quand tu finances aussi, il y a la communauté qui a mis le scope, la lunette pour un de nos membres. Il y a plein de petits trucs que j'en pense pas, mais c'est vrai que ça coûte cher. Et en fait, c'est 1000 € une optique, pour faire simple. Voilà, pour faire simple. Et après, il faut penser aussi que tout ce que les gens achètent, ça va pas durer indéfiniment, en fait. C'est vrai que les gens se demandent aussi pourquoi on a besoin de sous et de support constamment. Et en fait, demain, vous allez nous filer un véhicule. Mais bon, dans 2 semaines, il va avoir un problème technique. Il va se prendre une mine. Par exemple, moi j'avais un scope sur un fusil, mais à Bakhmut, malheureusement le fusil est détruit, t'as plus de fusil, faut remplacer le truc. Il y a plein de choses qui arrivent. La guerre, c'est pas tu es équipé, tu vas à la guerre et tu reviens et pendant des années t'es bon, t'es équipé. Non, malheureusement le mec va faire la guerre et au bout de 2-3 mois, quelque chose va se passer, un hélicoptère va être détruit, va être abîmé, il va falloir le remplacer. C'est pour ça que il faut constamment remplacer les équipements, les night vision, les trucs. Malheureusement, quand on est en filin, quand c'est une guerre de haute intensité, déjà quand c'est pas une guerre de haute intensité, avec les entraînements, etc., l'armée française, on a des pertes, ça s'use, il faut remplacer. Alors je vous laisse imaginer quand t'as une guerre contre une armée aussi puissante, forcément les équipements, ils sont endommagés, les drones, ils vont, mais malheureusement il y en a qui reviennent pas, ou alors ils reviennent mais ils sont endommagés. Donc voilà, et puis surtout les véhicules, faut pas se leurrer, un véhicule ça coûte beaucoup d'argent à entretenir, et malheureusement, comme on disait, l'armée ukrainienne n'a pas les moyens de s'occuper de tout, et c'est pour ça que, et ça c'est encore un avantage des Ukrainiens, c'est qu'en très débrouillard,
et même nous les étrangers, très débrouillards là-dessus. Et c'est vrai qu'on trouve des méthodes pour compenser, parce qu'on peut, voilà, l'armée ukrainienne, elle a des priorités, et la priorité c'est les munitions, l'armement et le diesel, les choses comme ça. Ok, bon voilà. On revient un petit peu au combat, on est sur la zone de Bakhmout où finalement vous avez fini par reculer, contraint et forcé, malgré toutes les pertes, les Russes ont quand même réussi à prendre. Là aujourd'hui on est sur une situation qui est un petit peu contraire, c'est-à-dire que c'est les Russes qui sont sous pression. Vous êtes toujours sur ce front ? Bah, on y était, ouais. Donc, nous, on était plus au sud de Bakhmout. Donc, toute la zone, c'était Andrivka, Klishivka. Qui sont des villages qui ont été repris. Exactement. Maintenant, ouais. Et c'est quoi? C'est des assauts aussi compliqués ou plus faciles que ce qu'on avait dans la zone de Kharkiv par exemple? Là, c'est des avancées qui sont plus difficiles parce que les Russes sont mieux barricadés? C'est beaucoup plus difficile parce que déjà il y a des mines. Ouais. Donc que ce soit mine antipersonnelle ou mine anti-véhicule, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, pour exemple, dans Bakhmout, tu es dans des bâtiments qui font entre 6 et 9 étages. Donc ça veut dire que quand l'artillerie tape dessus, le bâtiment va te protéger. Là, quand tu es donc, dans ces villages-là, ou Dans un champ, ouais. voilà, exactement, là, pour te protéger, c'est très compliqué. Faut se dire que les haies d'arbres où on progresse, il y en a presque plus parce que l'artillerie a tout défoncé. Donc il n'y a plus rien pour te cacher. Donc c'est vraiment... Quand il y a l'artillerie, voilà, c'est compliqué de se cacher. Mais là, vous traversez des champs, vous avez quand même des véhicules blindés ou vous êtes toujours avec vos 4x4 ou à pied? Non, là on est en véhicule blindé. Donc ça veut dire que quand on fait l'infiltration, on se fait déposer au véhicule blindé au plus loin possible et ensuite on finit l'infiltration à pied. On finit l'infiltration à pied, bah, pour exemple, ouais, donc nous la mission, on était parti à minuit, donc on part en véhicule blindé, ils nous déposent, on fait l'infiltration, on arrive en place donc sur la position vers 4h du matin, et là, normalement, on devait commencer à 6-7 heures à commencer à avancer. Donc on a avancé. Donc là, c'est des assauts. Exactement. Vous faites de l'assaut, Ouais. vous faites plus que du renseignement et Non, d'observation. ouais. Là, c'est vraiment plus du combat d'infanterie. Ok. Là, mais bon, moi, en fait, nous, on a eu de la chance, c'est que tous les Russes étaient morts. Donc on a pris des positions russes, mais où les Russes tous, ils étaient tous morts. Ok. Donc, Parce que vos préparations d'artillerie avaient été particulièrement efficaces? je pense. Et donc voilà, donc en fait nous on avance. Ce jour-là on avait avancé de 500 mètres. C'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et ensuite on est arrivé sur un gros champ de mine. Donc là impossible d'avancer. Dans le sens la nuit allait tomber, donc se retrouver dans un champ de mine avec des night vision, c'est pas forcément le mieux quoi. Donc résultat, après on appelle les Ukrainiens qui sont là, donc d'une autre unité, et eux prennent les positions. Donc dans les positions russes, ils se mettent en place et voilà. Donc pour nous c'est la fin de la mission et on rentre. Donc vous êtes une forme de force spéciale qui a une capacité d'assaut et ensuite c'est pas vous qui tenez la ligne. Exactement. Là c'est de l'infanterie plus classique qui va occuper le terrain. Alors là c'est compliqué déjà pour revenir sur le renseignement. Maintenant c'est vrai qu'on fait plus beaucoup de recos parce que maintenant les recos c'est majoritairement les drones. En fait vu que la ligne elle bouge plus beaucoup et que là il y a vraiment des lignes vraiment bien définies. Les drones c'est beaucoup plus efficace dans le sens où en fait on sait où sont les lignes russes, il n'y a pas besoin d'y aller pour les trouver, on sait où elles sont. Par contre on envoie les drones pour savoir, pour essayer de dénicher un petit peu, voir un petit peu les mouvements des mecs, d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils repartent, et surtout l'artillerie, etc. ennemie. Et c'est vrai que nous la dernière mission qu'on a faite, l'artillerie russe est présente et il y a beaucoup plus de drones russes maintenant sur la zone. Maintenant dès que tu avances, il y a un drone dans la zone qui va te repérer. Et vu qu'il n'y a plus de forêt, comme il a dit Denis, qu'il n'y a plus rien, c'est très difficile de se cacher. Et en fait, là, t'as la pluie, t'as le feu de Dieu qui arrive. Et là, tu prends... on avait compté avec là derrière. Quand ils nous ont trouvé, on avait 8 pièces d'artillerie différentes qui nous tirent et qui ils te saturent. Ouais. Et là, t'es bloqué, tu bloques ta position. Du coup, t'es saturé jusqu'à soit que tu meurs, jusqu'à quelque chose. Et on a eu la chance à ce moment-là, il y a eu de la pluie qui est tombée, le drone est parti, c'est à ce moment-là qu'on a pu s'exfiltrer et partir. Et voilà, entre les champs de mines et l'artillerie, si les gens se demandent pourquoi le fortier avance pas, il faut pas chercher plus loin, quoi. Beaucoup de mines et beaucoup d'artillerie et c'est très compliqué d'avancer sans avoir des pertes. Et on revient encore au mode, on peut pas les Ukrainiens veulent pas avancer pour avoir des pertes incontrôlables, au moins avec les unités comme les nôtres. Et du coup, quand le danger vient beaucoup trop élevé, on peut plus avancer. Et bien on revient et puis on tente autre part et on tente quelque chose. Vous êtes en train de me dire que la propagande russe est mensongère? Vous n'avez pas 1000 morts par jour Alors là, après nous, là où on était, non. Il y a des pertes. Bien sûr, il y a des pertes. Des villages, il y a des pertes, effectivement, il y a des pertes ukrainiennes. Mais là, contrairement aux Russes, déjà, les pertes sont pas juste on continue, on avance, tant pis qu'on ait la perte, c'est vrai que ça c'est un peu plus contrôlé. Et après là, je parle bien des unités comme les nôtres, les unités spécifiques, où là on peut pas se permettre de perdre, si tu perds 100 mecs, t'as pas juste un bataillon d'unités spécifiques, forcément les unités conventionnelles, les unités comme les nôtres, on n'a pas le même niveau, on n'a pas le même nombre de personnel non plus, donc tu peux pas te permettre de perdre. On peut dire le nom de votre unité?
Non, c'est dans la Légion, c'est une C'est force voilà, spéciale. c'est voilà, un peu Bon, comme ça. c'est un truc spécial dans la Légion. C'est ça, une unité spécifique. Vous avez toujours des nouveaux qui arrivent? Continuez, parce que vous savez, à chaque fois que je fais une vidéo avec des combattants, j'ai des gens qui demandent en commentaire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on peut s'engager? Est-ce que c'est bien? Est-ce que... Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a bien toujours sûr. des gens qui arrivent aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Un Mais, nombre plus limité. nous, après, dans notre unité, on prend que des anciens militaires. Ouais. Et donc ça, c'est une forme de sécurité dans le sens, au moins, on sait que le gars est formé, on sait que le gars, il sait ce que c'est dormir dehors, parce que c'est... Quand t'as jamais fait ça, bah les gens comprennent pas, C'est mais pas en fait, Counter-Strike, quoi. tu vas dormir dehors, il va faire froid, et tu vas faire la guerre en même temps. Donc faut vraiment prendre tous les paramètres en ligne de compte, et c'est pas facile, c'est compliqué pour le corps, même pour l'esprit, pour tout. C'est vraiment un métier qui est difficile, mais c'est un beau métier. On va revenir à l'analogue que j'utilise beaucoup, moi, c'est sur le mécanicien. C'est la guerre, c'est un peu pareil. Si vous avez une voiture cassée, vous n'allez pas voir quelqu'un qui n'est pas mécanicien pour la réparer. La guerre, c'est un peu pareil. La métier de soldat, c'est ça s'apprend. Donc pour tous ceux qui veulent venir, qui n'ont pas d'expérience militaire, déjà ça sert à rien. Honnêtement, autant rejoindre l'armée de votre pays, de vous former. Et si la guerre dans 3-4 ans elle est encore là, bah venez. Par contre, pour tous ceux qui ont l'expérience militaire et qui sont physiquement aptes, parce que vous pouvez avoir fait l'armée et ne plus être physiquement apte, n'hésitez pas à contacter les légions, et ensuite la légion vous... il y a sur les légions officielles, sur le site officiel, et ensuite la Légion vous décidera si vous Ouais, verront vous êtes votre apte ou pas. profil, C'est etc. ça. Et si jamais vont vous vous avez des orienter. profils intéressants, ils vous orienteront vers l'unité spécifique dans laquelle on est. Et là, vous pourrez nous rejoindre. Et le moral? Vous Voilà, l'avez? le moral est super bon, on est rentré, on est vivant, on est entier, on est en France, notre pays qui est magnifique, la nourriture qui est très bonne. C'est dur la bouffe ukrainienne? Ah, un peu de mal. franchement, c'est compliqué. Moi, Près du front, hein. Près du moi, front, c'est compliqué. il y a que à Kiev où j'arrive à bien manger. Mais sinon, dans le Donbass, déjà, franchement, t'as le choix entre les rations ou les restaurants boui-boui un peu bizarres, là. C'est pas terrible. C'est la guerre, hein. La bouffe, là, c'est... Ouais, bah, on n'y va pas pour la gastronomie, de toute Non, façon. on y va pour la Exactement. gastronomie. Ouais. Après, on y va pour la cause, tu vois. Donc le moral Bien est sûr. toujours élevé, parce que voilà, on est tous là, on est tous vivants. Et qu'est-ce qui vous fait tenir? C'est sauver les gens, c'est les civils, c'est Et la liberté. fraternité. Déjà- La liberté. C'est pas pour la ouais. liberté, hein. Et ce qu'on veut, c'est voir l'Ukraine libre, démocratie, et qu'elle fasse ce qu'elle veut. Et ensuite, bah, après, on reste aussi pour les amis. Parce que là-bas, bah, forcément, 1 an et demi avec les mêmes mecs, ou même 1 an, ou même 6 mois avec les mêmes mecs à faire la guerre, forcément qu'il y a des liens qui se créent. Et donc moi, je sais que si je veux repartir, c'est aussi pour les retrouver, et voilà, rigoler avec les potes et continuer, quoi. Ouais, il y a une fraternité. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Ça, les gens me critiquent toujours quand je souris dans les vidéos en Ukraine, mais il y a une Non, bonne il y a une ambiance. bonne ambiance, on rigole. Bon, même si c'est grave, la situation est grave, mais on rigole. Et même des fois, quand on se retrouve, exemple, dans des sous-sols, il y a sous le feu de l'artillerie ou quoi, il y a toujours un mot pour rigoler, pour détendre l'atmosphère, et heureusement. Heureusement. On n'est Après, pas... après, les gens se demandent pourquoi les Ukrainiens ont le moral et pas les Russes. Pas les Ukrainiens se battent pour la liberté. Et tu regardes tous les conflits depuis le début que l'homme est là. À partir du moment où tu te bats pour la liberté, le moral il partira jamais. Parce qu'en fait, tu te bats pour ta survie, quoi. C'est même pas une question de pourquoi tu te bats. On se bat pour la survie de l'Ukraine. On n'est peut-être pas ukrainien, mais au final, ça fait 19 mois qu'on est présent sur place. Et au final, tu te sens un peu, tu fais partie du même cercle, quoi. Tu te bats pour la liberté, donc ça s'arrêtera pas tant que le pays est pas eu. Ça s'arrêtera pas et ça partira jamais. Tu pourras jamais casser la liberté. Si demain on revient en France et qu'on te dit que tu peux plus rien faire, tout le monde ferait la même chose. Tu te battrais jusqu'à la fin. C'est pareil pour eux. Alors que les Russes ils se battent pas pour la liberté. Donc pour eux c'est plus compliqué de trouver le moral. Les Ukrainiens ils auront le moral jusqu'à la victoire. Ouais, ils se battent pour leur patrie. Et les perspectives, là, si vous vous projetez dans quelques semaines, quelques mois, vous avez l'impression vraiment, parce que quand on regarde les statistiques, quand on regarde les chiffres, les Russes, ils ont des hommes de moins en moins formés qui sont en première ligne, ils ont des équipements de plus en plus vieux, alors ils ont toujours une certaine masse, mais passer des chars T-90 par des chars T-54, il y a un moment, ça se perçoit également, donc est-ce que vous avez l'impression de sentir que ça va craquer à un moment? Franchement, quand je regarde les infos et la télé, oui. Ouais, Quand je suis sur le terrain, pas trop. tu le sens moins. Quand je suis sur le terrain, honnêtement, C'est pareil, ils bah, tirent pas moins, vous voyez pas non, de moi je différence. vois, ils ont du matos, ils ont des trucs. Même si des fois ils font des offensives un peu suicides, Ouais. bah, je me dis putain, mais les mecs, s'ils font des offensives comme ça, c'est qu'ils ont encore du matos en réserve. Parce que sinon, tu vas pas envoyer 10 tanks à la mort. Ouais. Ils ont des réserves, les mecs, c'est sûr. Même là, ce qui se passe en ce moment à Avdivka, Avdivka. tu te doutes que les mecs, ils envoient pas leurs dernières ressources, quoi. Ils ont encore des trucs. Et Hein. Pour revenir, nous on était à la position, la vidéo où tu vois il y a quelques mois où tu vois les 5 véhicules blindés qui passent dans la forêt, qui s'approchent du petit village et qui sont explosés. Là, Ouais. Bah là c'est la position, on était juste à côté, nous on était à 50 mètres, 100 mètres à leur gauche, on est dans la position. Au final ils se sont tous fait détruire,
Et au final, on est reparti en mission peut-être une semaine après sur cet endroit-là. Et on s'est fait pareil, clouer au sol par des tirs de BMP, de tanks et d'artillerie. Et au final, tu vois, ils ont beau avoir perdu 5 véhicules blindés juste sur notre position à nous, il y en avait encore derrière pour compléter. Donc ils perdent sûrement, mais il y a là, comme tu dis, la masse, elle est encore là. Et pour l'instant, la masse est présente. Et sur le terrain, il n'y a pas de problème de munitions ou de problème de masse. C'est encore 100% présent. Mais après, on n'a pas la vue d'ensemble, tu vois. Nous, on parle de Bakhmut, et Bakhmut, c'est une zone bien spécifique. Est-ce que c'est pareil à Zaporizhzhia, est-ce que c'est pareil dans Louhansk, etc. Ça, on pourra pas dire. Nous, on parle vraiment de notre zone à nous. Mais après, Bakhmut, s'il faut y repenser, c'est là où il y a les plus gros combats. Et c'est vrai que c'est très politiquement important. Donc, c'est peut-être différent chez nous, quoi. Mais en tout cas, sur nous, notre terrain, il n'y a pas de différence. Elles se ressemblent pas énormément. En tout cas, surtout sur l'artillerie, déjà. L'artillerie, elle est toujours là. Il y a toujours des milliers de pièces d'artillerie présentes sur le terrain et les obus, ils tombent. Donc il en faut aussi de votre côté, de notre côté. Ouais. Alors, par contre, on peut parler de l'artillerie ukrainienne, c'est pas la même. L'artillerie ukrainienne, par contre, elle est précise. Elle tire pas 50 obus pour détruire un truc. Elle tire quelques obus, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'armes au temps, mais beaucoup de les HIMARS, les Césars, etc. Nous, sur notre zone, c'est vrai qu'à Bakhmut, il y avait des Césars, on les a jamais vus personnellement parce qu'on va jamais allé sur les positions d'artillerie, mais on sait qu'on avait des Césars en support qui étaient là, et les Césars, c'est pas pareil, les Césars, quand ils trouvent, ils Ça fait tapent, plaisir. ça tape, ça tire pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir du matos autant. français. Et en plus français. Français, autant, hein. Oui, il est Parce que très apprécié. même les HIMARS, les HIMARS, c'est violent. Ouais, ça fait un dégât. À Bakhmut, les HIMARS disaient trouver une cible, trouver un bâtiment, on trouvait le bâtiment, le lendemain, il était plus là. Efficacité 100%. Voilà, c'est la différence entre l'OTAN et l'URSS. Eh. Mais c'est vrai, c'est Ouais, non, bien sûr, le matos. la précision du matos, tu vois, la précision est différente. Et la protection également, la survivabilité des véhicules, etc. C'est aussi des choses qu'on remarque assez facilement. Ouais, c'est du meilleur matos, c'est bien bien. Et ouais, voilà. Non, c'est vrai que le matos autant, mais après c'est pareil, le matos autant, l'équipement personnel, hein. Tu vois, ça fait plaisir nous d'avoir des armes autant et de pas avoir fait la guerre des AK, tu vois. On a quand même une efficacité différente parce que nous, quand t'as une arme, moi j'avais un SCAR, donc c'est ma dernière arme, j'ai plus beaucoup d'armes, mais chaque année j'ai un SCAR et quand j'ai mes optiques dessus, etc., je peux faire un meilleur travail que si j'avais une AK sans rail Picatinny ou etc., tu vois. Donc non, ça fait plaisir. Puis on a des Minimi 762, 556, et ça fait du dégât, tu vois. C'est plus léger qu'une PKM, ça a à peu près le même, ça prend le même type d'arme, mais bon, ça fait 4 ou 5 kilos de moins, c'est beaucoup plus facile à transporter. En plus, tu peux avoir un silencieux, donc ouais, donc c'est vrai que les armes autant, ça fait une sacrée différence, même à notre niveau personnel, tu vois. Bon, bah, le dernier équipement que vous avez reçu, par encore une fois, financement de la communauté. C'est un canon pour brouiller les drones, vous me direz s'il marche. Bah, il va marcher, hein, de toute façon. Il n'y a pas le choix. Voilà. On met tous les liens en commentaire de cette vidéo pour les gens qui veulent vous aider, vous suivre sur les médias sociaux. Si vous continuez à donner, à soutenir les équipes de français, de francophones, voilà. On sait, il y a 0 frais de fonctionnement, tout arrive 100% sur le terrain, c'est une certitude. C'est ça. Puis on peut reparler du bouquin qui va sortir aussi en février. Si on peut. Ouais, on peut parler, voilà, on écrira le bouquin, en fait on écrit le bouquin en nom de notre unité pour raconter notre histoire justement depuis le début de la guerre ce sera jusqu'à l'anniversaire, donc là jusqu'à maintenant. Et voilà, on racontera exactement justement ce qui se passait pour que les gens en fait apprennent un petit peu du conflit, voir exactement ce que c'est la vraie vie au conflit, et puis finir un petit peu les aventures de l'unité. Ouais, c'est ça. La réalité et les détails qu'on n'a Les pas petites, abordés les aujourd'hui. petites anecdotes, petits trucs sympas, petits trucs marrants, petits trucs un peu moins marrants aussi, la guerre quoi. Un peu moins marrant. Ouais, c'est un petit peu de tout quoi. On vous lira avec plaisir les gars. Ouais. Félicitations, bravo à ce que vous faites, courage, haut les cœurs. Merci de nous avoir reçus. Merci Xavier, beaucoup. c'est toujours Grand plaisir. plaisir. Et encore merci à Et ta si vous voulez communauté. aider Xavier, aidez-le, hein. Il vient souvent en Vraiment. Ukraine, on le voit souvent en Ukraine, donc il est là, on le voit. Je dis pas tout ce que je fais, mais je suis là. Ouais, non, mais au moins, tu vois, c'est vrai que tu peux, physiquement, tu vois, déjà, tu peux voter pour nous, tu nous as mis en Ukraine, nous, on peut voucher pour toi parce qu'on te voit en Ukraine, et c'est ça que c'est important parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tout le monde ne peut pas être vouché par tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent. Ouais. Il faut parler des gens, justement, qui en profitent pas, et ça, c'est important de dire sur les réseaux, de dire, voilà, il y a certains groupes, il y en a très peu d'ailleurs, qui sont réellement 100% confiance, Ouais. et il faut les mettre en avant, donc c'est pour ça qu'on te met en avant toi parce que C'est gentil. on voit sur le terrain les Ouais. effets. Et d'ailleurs, à l'inverse, on voit aussi qu'il y a des faux combattants qui ont été sur certaines autres chaînes YouTube. Ça a fait rire pas mal. Mais, honnêtement, hein, faut faire attention aux réseaux sociaux parce qu'il y a des trucs, parce qu'il y a beaucoup de fake. Hein. Les combattants, je vais dire, les combattants étrangers en Ukraine, il y en a très peu. Voilà. Ouais, C'est il y en là-dessus, a- mais il y en a très peu. Dans la Légion, il y en a reste quelques solides quand même, quelques Ouais, mais, centaines, quelques milliers. Quelques centaines peut-être, hein, quelques Ouais. milliers, on a déjà un gros nombre, mais Ouais. faites attention. Après, c'est vrai que les Biélorusses sont à part, les Polonais sont à part. Ouais, bon, sans ça compter la se légion georgienne, biélorusse, etc., où c'est vraiment des légions partifiées. C'est vrai qu'on parlait des combattants étrangers, surtout les combattants occidentaux. C'est surtout ceux qui en profitent le plus, ce qu'on voit. Il faut faire attention à qui on fait confiance. Et à partir du moment où quelqu'un ne peut pas poster, moi je veux dire ça, à partir de quelqu'un ne poste pas de vidéos, de photos
Original. Ouais, de lui ou de son unité au combat et qui sont pas trouvables autre part, vraiment des trucs qui viennent de lui. Si on passe pas tous les mois, c'est que certainement il y a de grandes chances qu'il ne soit pas présent. Donc faites attention. Bon, les deux collègues qu'on va mettre en commentaire, elles sont Voilà, suivez Xavier au moins on le voit et on voit le résultat concrètement. Il y a les résultats concrets, c'est ça qui est important. Tu vois. Merci les gars. Ah, de rien, merci à toi, avec plaisir. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au studio Air et Cosmos.